Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes dans l'émission Afrique Demain. Afrique de demain, ça va être l'Afrique du futur. L'Afrique du futur, c'est l'émergence de l'Afrique. L'Afrique du futur, bien sûr, c'est 2 milliards d'habitants dans l'an 2050. L'Afrique du futur, c'est 5,7% de taux de croissance, un taux de croissance extraordinaire qui dépasse, bien entendu, le taux de croissance de l'Europe. L'Afrique de demain, bien, c'est l'émergence. L'Afrique de demain, c'est l'élite africaine. Et l'élite africaine, nous allons en parler aujourd'hui. La question se situe au niveau, est-ce que l'élite africaine est en mesure de protéger, de sauver l'Afrique de multinationales puissantes, envahissantes et bien entendu hégémoniques? Pour en parler, nous avons 2 candidats sur ce plateau. À ma droite, monsieur qui est connu, bien entendu, du milieu du business, milieu des affaires, monsieur Stanislas Longo, qui est spécialiste du marché émergent. Alors, bonjour. Bonjour à vous. Et à ma gauche, bien sûr, le grand chercheur de l'Afrique subsaharienne, monsieur Anissé Mobé, chercheur en sciences sociales, membre de Défi. Membre de Défi, vous êtes membre de Défi. Défi, c'est quoi? C'est un collectif des intellectuels congolais ici sur la place de Paris. Alors, collectif des intellectuels. Alors, on parle de ces élites-là, on parle de cette élite, pardonnez-moi, l'élite africaine. Alors, l'élite africaine, elle est comment? Elle est située comment? Comment on peut situer cette élite? Écoutez, il faudrait bien la définir. C'est quoi aujourd'hui l'élite africaine? C'est la classe dirigeante seulement? C'est la classe de commerçants seulement? C'est l'élite intellectuelle? Définissons-la. Le besoin aujourd'hui de la plupart des pays africains, c'est de pouvoir justement transformer les possibilités que les besoins d'autres pays qui tirent leur croissance vers le haut. Comment transformer ce potentiel-là en réalité de vie, en amélioration des conditions de vie pour le plus grand nombre? Et quelle va être la part des élites, toutes confondues, intellectuelles, économiques et politiques, quel va être leur rôle dans ces nouveaux modèles, dans ces nouveaux schémas? Il faut déjà les comprendre, ces rôles. Comprendre le rôle de cette élite. Comment faire en tant que chercheur en sciences sociales? Oui, mais je bondirais sur ce que vient de dire M. Longo en posant 2 questions essentielles. De quelles élites s'agit-il? Élite dirigeante, élite universitaire, élite intellectuelle, parce que chez nous en Afrique, on confond souvent diplômés d'université et intellectuels. Ce n'est pas pareil. Or, la plupart des élites universitaires sont incrustées justement dans les circuits mondiaux, Banque nationale, Fonds monétaire international, dont on peut se poser la question sur l'efficacité de leurs relations, de leur plan par rapport à l'Afrique. Et deuxièmement aussi, deuxième élément essentiel que M. Longo a souligné, c'est de souligner justement comment faire pour tirer de ces potentialités africaines dont on parle beaucoup, et vous-même vous avez fait allusion, en conditions de vie améliorées pour les populations africaines, pas seulement pour les élites qui tirent profit. Deuxièmement, je crois que le problème des élites dirigeantes, des élites universitaires, dépasse l'Afrique, et même l'Europe aussi. Je prends pour exemple le cas de la Grèce. Que n'a pas fait le Premier ministre Syriza justement pour desserrer les taux de Banque mondiale, Fonds monétaire international, même Union européenne, des conditions de desserrer les taux sur la Grèce. Il a été obligé finalement de faire voter par référendum, de faire approuver par le peuple grec ce que le peuple grec avait refusé lors des élections législatives qui l'ont porté au pouvoir lui-même. Donc vous voyez déjà là les contraintes qui pèsent sur les élites
dirigeantes africaines et même les élites universitaires, celles qui sont acquises au dogme, au catéchisme de la Banque mondiale. Et enfin, dernier élément, oui, pour répondre à votre question, les élites africaines tentent, souvent on ne les dit pas, de pouvoir mener une politique qui soit favorable, qui soit bénéfique à l'Afrique. Je n'en veux pour preuve que le refus des États africains, de fameux partenariats, accords de partenariat économique. Finalement, l'Union européenne a fait imposer le APE à l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, mais l'Afrique de l'Est a refusé parce que l'APE est un recul considérable du fait que les États africains doivent renoncer aux droits de douane de leurs exportations ici en Europe. L'Europe. Parlons de l'Europe. Lorsque le président Hollande voyage, dans ses bagages, il a de chefs d'entreprise, de puissants chefs d'entreprise, de multinationales, comme Bolloré par exemple. Est-ce que c'est mettre en avant, bien entendu, ces entreprises pour bien caporaliser l'Afrique? La vérité, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on ignore que le monde est devenu global. C'est le premier point. Le monde est devenu global et les intérêts de l'argent, du capital, vont partout et sont partout. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des parts dans un fonds important à Hong Kong et qui investit en Amérique du Sud, dans le lithium, ou qui est présent sur les places financières de New York et de Londres. Donc le capital, c'est déjà multinational. Mettre en avant les capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise, c'est leur permettre... Ces termes, capitaine Ce sont les expressions consacrées. Un capitaine d'entreprise, un chef d'entreprise, des dirigeants de multinationales vont là où ils pourraient créer de la valeur pour leurs activités, rajouter du potentiel à leurs actifs, et on ne peut pas le leur reprocher. On ne peut pas reprocher au président Hollande aujourd'hui de faire en sorte que la France, et que lui, en tant que premier représentant de la France, soit le premier VRP de France, essaye de faciliter l'accès par son entremise ou voilà, du fait de sa position, l'accès à certains marchés pour les entreprises et les multinationales françaises. On ne peut pas le reprocher. Par contre, j'irai même plus loin. Aujourd'hui, la réalité, nous constatons sur le continent l'émergence de capitaines d'industrie africains qui sont à la tête, qui pilotent des groupes d'affaires, des entreprises africaines et qui sont présents sur beaucoup de pays africains. Pour ne citer que lui, on parlerait de M. Dangote, avec le groupe Dangote. Voilà. Donc, le Nigérien, pour voilà. Rappeler aux amis téléspectateurs, bien entendu. Et nous observons aujourd'hui, il n'y a pas que M. Dangote, il y a certains entrepreneurs sud-africains, égyptiens, marocains, de cette envergure-là, qui peuvent aujourd'hui, au travers de leurs ressources et de leurs intérêts, ils peuvent envisager de se déployer de manière durable et intéressante sur beaucoup de pays en Afrique. Ça, c'est important, c'est intéressant. Vous avez évoqué le fait que M. Hollande, le président François Hollande, puisse se déployer avec les chefs de file des affaires, du monde des affaires de la France, alors que nous observons que sur le continent africain, ceux qui émergent, quand bien même il y aurait entre guillemets certaines connexions avec les politiques, mais ils émergent de leur propre volonté, de leur propre fait. Et ça, c'est un signal fort pour dire que l'émergence de l'Afrique, la réussite des élites africaines ne passera pas sans que nous ayons atteint une masse critique d'entrepreneurs volontaires et engagés. Alors, on voit l'engagement de Bolloré. Je reviens encore sur Bolloré. Pour gagner, en fait, une bataille économique en Afrique, il faut la communication, la voie ferrée et maritime. Or, Bolloré a tout cela. 20 ports en eau profonde récupérés par Bolloré. Ça veut dire quoi? Mais la question que je me pose, parmi les élites africaines scientifiques, maintenant universitaires, qui ont fait des études scientifiques de très haut niveau, soit en Afrique, soit ici en France, et est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, que ces scientifiques-là puissent accomplir les travaux qu'accomplissent de tous ces groupes, notamment Bolloré. Et là, on arrive au problème politique
au sens de l'organisation de la cité. Que font nos politiques? Lorsqu'ils interviennent dans l'émergence de cabinets d'industrie, ça n'est jamais dans l'intérêt des États africains ni des populations africaines, mais c'est dans leurs intérêts politiques à eux en tant que classe politique. Malheureusement, souvent, ce sont des interventions maladroites, malvenues, qui souvent se perdent comme ça dans des intérêts claniques. Ils n'ont pas l'essence des affaires d'une façon rigoureuse. Donc ça, c'est un deuxième problème. Oui, Bolloré, pour ne citer que lui, il détient un monopole en Afrique sur pas mal de choses. Communication. Mais c'est à nous, Africains, et notamment au monde politique, cette fois-ci, dans une démarche citoyenne et civique, et non pas dans une démarche politicienne. Et là, il est grand temps que les élites africaines commencent à parler, à réfléchir politique et non pas à réfléchir politiquement au sens politicien du terme. C'est parce que tant qu'on n'aura pas atteint d'une part une masse critique en matière d'intelligence, de savoir-faire, intelligence pour bâtir la société, intelligence sur le plan politique, je pense que nous ne pourrons jamais exploiter à bon escient les ressources humaines et intellectuelles et universitaires dont nous disposons. Alors, la diaspora, le terme utilisé, l'élite de la diaspora africaine ici en France, en Europe d'ailleurs, s'organise autour de clubs de réflexion, comme DEFI par exemple. Et ces clubs de réflexion, croyez-vous, peuvent apporter quelque chose à l'Afrique? Et vous répondrez après ce que nous allons voir comme extrait du reportage fabriqué pour cette émission. En vérité, ce qui est important, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est qu'il y a, c'est vrai, une appétence pour les problématiques liées à nos pays d'origine. Et ça, dans le chef de la plupart des membres de la diaspora. C'est un point. Mais il y a un réel besoin, une réelle nécessité de trouver une direction à nos pays respectifs. Aujourd'hui, effectivement, vous avez évoqué les taux de croissance relativement importants, 5% en moyenne pour l'Afrique. Ok, mais la croissance, on ne la trouve pas dans l'assiette des citoyens. On ne la trouve pas dans l'assiette des citoyens. Comment on transforme ce potentiel-là en amélioration des conditions de vie du plus grand nombre? Et le fait que des groupes, des citoyens se rassemblent pour mener des réflexions pertinentes et tout, c'est déjà apporter une contribution, aux responsables publics qui, eux, ont l'obligation aujourd'hui de nous mettre très clairement, dans tous les pays d'Afrique, le plan stratégique national qui va nous mener vers une destination concertée et avalisée par les populations. Les populations, alors on va regarder les populations africaines par rapport à un élément que nous allons passer tout de suite. Ça concerne l'élite africaine, comment cette élite évolue en Afrique avec les Africains qui ont aujourd'hui une certaine classe moyenne. Suivez cet élément. Le destin des mouvements africains de démocratisation semble montrer que l'effort d'émancipation des peuples, leur tentative de reconstruire leur propre histoire, de reprendre l'initiative en choisissant et en contrôlant leurs dirigeants est brisé, capté et récupéré par des élites, minorités actives, en compétition pour le monopole du pouvoir et de ses privilèges. Cette situation atteste la pérennité de la conception traditionnelle précoloniale de l'ordre politique comme ordre inégalitaire et hiérarchisé. Après avoir destitué les élites traditionnelles, les élites modernes récupéraient la place dominante des colons européens qui ont été évincés durant les luttes de libération nationale. Cette nouvelle catégorie dominante revendique le monopole du pouvoir politique et économique auquel elle estime que son statut lui donne droit. La conception traditionnelle précoloniale de la communauté politique suivie dans les psychés d'une partie des élites africaines qui en reproduit l'ordre et la culture dès lors qu'elle assure la direction politique et économique des États. La logique et les stratégies traditionnelles et précoloniales de la gestion de la domination politique sont remobilisées dans les institutions modernes.
le monopole de pouvoir politique et économique, l'économie patrimoniale, le mode de consommation ostentatoire, l'étalage de luxe et de la richesse personnelle, la redistribution clientéliste du produit national selon le principe traditionnaliste du lien de la dépendance personnelle par lequel le dominant se construit un réseau d'obligés sont autant de pratiques qui attestent d'une pérennisation active de la culture précoloniale d'inégalité. Cette reproduction de l'ordre hiérarchisé et inégal de la tradition dans le nouvel ordre de la modernité se donne à voir sous les différentes modalités de l'illégalité dont le phénomène de la pauvreté du plus grand nombre dans les États africains est la manifestation la plus symbolique. Cette situation exprime l'incapacité d'une partie des élites politiques modernes africaines à dépasser l'antique contradiction entre le maître et l'esclave afin de promouvoir dans de nouveaux États une égalité de droits et une égalité des conditions entre les différentes composantes de la population qui puissent concrétiser de manière tangible l'existence républicaine et citoyenne. Or, l'enjeu de la modernité dans la problématique du développement est de construire dans les États indépendants définis comme république et bien souvent comme démocratie, malgré les régimes monopartisans, un sujet politique collectif moderne qui intègre les différences et homogénéise la société selon les principes de l'égalité et de la liberté républicaine afin de promouvoir l'émancipation collective. En réaction de cet élément que vous venez de suivre, on voit comment l'élite africaine s'organise avec les Africains qui se développent, des micro-sociétés, de l'artisanat, tout cela. Croyez-vous, avec des multinationales, on peut faire le poids ? La question vous répondra à cela, M. Mobé. Bon, d'abord, il y a 3 éléments. D'abord, il faut combler les fossés qui séparent les élites extrêmement instruites et de très haut niveau et les populations. Il faut combler ces fossés-là. Et donc faire en sorte que, petit à petit, nous puissions aussi intégrer dans nos stratégies de développement l'élément éducation permanente, instruction poussée pour que les populations puissent disposer de savoirs qui leur permettent de faire des choix lucides. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, à trop insister sur les élites, nous oublions le peuple. Parce que dans l'artisanat, dans les artisanats dans les pays d'Afrique, il y a une grande... C'est prodigieux, les savoir-faire des artisans, des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui arrivent à se débrouiller, à pouvoir mener une vie, non pas ostentatoire, mais en tout cas à construire toute une vie sociale en passant par l'artisanat. Et enfin, le troisième élément aussi, je pense que dans notre stratégie de développement, il est grand temps, comme en 1950-60, au moment de dans l'accession de pays africains à l'indépendance, il y a eu comme ça une alliance des classes privilégiées entre une fraction de l'intelligentsia africaine, mais ça c'était pas seulement élite, c'était vraiment une véritable intelligentsia, c'est-à-dire des gens capables d'avoir une vision, une démarche, un projet de société. Il y avait une alliance des classes entre une fraction de l'intelligentsia africaine et les peuples africains. C'est comme ça que nous avons pu arracher nos indépendances en 1960. Et enfin, dernier élément, problème de croissance, M. Longo y a fait allusion rapidement. Quand on parle de croissance, émergence des classes moyennes en Afrique, faisons attention, c'est dans certains pays, pas dans tous les pays. Et même dans les pays où il y a cette croissance, elle n'est pas partagée et on ne la retrouve pas dans le panier de la ménagère, on ne la retrouve pas dans le problème des soins, les problèmes médicaux, le problème de santé publique, les problèmes sociaux de population. Donc faisons attention, ne nous gargarisons pas des termes, mais surtout évitons de nous faire piéger par des clichés et surtout des formules à l'emporte-pièce, puisque maintenant l'Afrique est devenue l'Eldorado de certains penseurs. Et puis quant à ce qui concerne tous ceux qui pensent sur l'Afrique, je pense que M. Long aussi a raison. Il est grand temps maintenant que nous aussi nous mettions en place nos think tanks à nous. Parce que jusqu'à présent, souvent, quand on veut débattre de l'Afrique,
c'est souvent des experts européens, américains, et non pas des experts africains. Là aussi, il faut combler ce vide-là, et donc développer nos propres think tanks. Alors, je reviens encore par rapport sur ce club de réflexion African Leadership Network qui organise bien entendu des rencontres des chefs d'entreprise, des chercheurs, des entrepreneurs et les leaders africains pour les transferts de compétences. Est-ce qu'on peut transférer aujourd'hui des compétences en Afrique tout en sachant que le niveau de l'enseignement est tiré vers le bas, même en termes de l'artisanat, même en termes, bien entendu, universitaires, au niveau de recherche fondamentale, scientifique? Il y a un problème qui va se passer en ce moment-là pour pouvoir travailler main dans la main et dans l'équilibre intellectuel qu'on souhaiterait. Le premier des points que je vais mettre en avant, c'est que oui, transfert de compétences, c'est une nécessité absolue, quasi absolue. Mais transfert de compétences, pour quel type de levier que nous avons choisi? Quel type de levier nous choisissons sur lesquels nous allons reposer toute la stratégie nationale pour faire émerger le pays, atteindre la satisfaction des besoins fondamentaux du plus grand nombre et surtout faire participer le plus grand nombre à nos options stratégiques, à nos décisions stratégiques. Alors, transfert de compétences, pour quoi faire? Est-ce que nous allons prendre un avantage comparatif ou développer une spécialité sur les services? Le Maroc est un hub aujourd'hui réputé à l'international pour tout ce qui est lié aux services. Est-ce que, je prends l'exemple de mon pays d'origine, est-ce qu'aujourd'hui, au travers d'une démarche de concertation et de construction d'un avenir commun, qui a du sens commun, et dont la finalité est de faire de cet espace-là, la République démocratique du Congo, un havre de paix, un pays indispensable et dont le modèle social pourrait être innovant pour beaucoup d'autres et exemplaire pour beaucoup d'autres pays. Voilà, ça ce sont déjà des points sur lesquels nous pourrions discuter. Nous pourrions discuter à 80 millions de Congolais. Mais au travers de ces discussions, nous pourrions arrêter de manière définitive des choix stratégiques qui nous permettraient maintenant de savoir quel type de compétences nous avons besoin et de savoir où est-ce que nous allons sourcer ces compétences pour qu'elles nous soient transférées. Je reviens encore sur cette question. Je vais ajouter un élément supplémentaire par rapport à cela, une déclinaison au niveau de cette question. On fait des grandes études, on termine les études, comme ils viennent de terminer l'HEC, j'ai vu quelques éléments concernant cela. Merci beaucoup. Tout de suite recrutés par de multinationales, de grandes entreprises. Donc on récupère les éléments africains pour utiliser contre les Africains en réalité. Mais peut-être parce que chez nous, on ne veut pas recruter des... Vous répondrez rapidement à cela pour conclure. Peut-être parce que chez nous, on ne veut pas recruter des gens de très hautes compétences pour des raisons politiques, peut-être. Ça c'est un deuxièmement, il a parlé de levier. Oui, par exemple, si vous avez évoqué les diasporas, la masse d'argent que les diasporas africaines envoient en Afrique, des calculs ont été faits et qui démontrent que c'est largement supérieur à tout ce que certains pays européens ont consacré dans des politiques d'aide au développement. On n'a pas besoin d'aide, nous. On n'a pas besoin de générosité, nous avons besoin des stratégies de coopération au développement. Et enfin, troisièmement, le transfert des technologies. Vous avez dit le bas niveau en Afrique. Là aussi, il faudra nuancer parce qu'il y a quand même des pôles d'excellence universitaire en Afrique. Je prends le cas de l'Afrique du Sud, je prends le cas de l'Université de Dakar en dépit de pas mal de difficultés, le Maroc qu'on a cité. Donc, il y a des pôles d'excellence universitaire, il faut les développer, il faut en faire des pôles non pas seulement pour ces pays-là, mais pour toute la sous-région dans laquelle, où se trouvent ces pôles universitaires, pour en faire véritablement des lieux d'élaboration critique des savoirs, des pôles de développement et surtout des leviers de développement culturel. Soyons une force de proposition pour l'Afrique émergente,
pour l'avenir de cette Afrique qui est bien entendu la vraie Afrique du futur. Et cette Afrique du futur, bien sûr, on le voit à travers de multiples rapports qui fleurissent ici et là, mais au niveau de l'AFD, et au niveau du Sénat français, on se rend compte que tous les regards se positionnent vers cette Afrique qui est, bien entendu, l'Afrique qui pourra un jour diriger le monde. Et alors maintenant, c'est aux Africains de se mettre ensemble pour pouvoir fédérer une force, et cette force va permettre aux Africains d'être indépendants. Merci d'avoir suivi cette émission et au revoir, à très bientôt.